Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude, ça faisait, longtemps, ça m'a manqué. Donc celles et ceux qui ne me connaissent pas, on va parler aujourd'hui de Paris. Je suis effectivement guide conférencière dans cette ville depuis 2015, comme l'a souligné Alejandra, et ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Paris depuis, une époque très, très reculée. Alors 1 h 30 pour faire toute l'histoire de Paris, c'était quand même osé. Je peux pas être exhaustive, vous vous en doutez, ça va être assez compliqué, donc je vous propose de découvrir l'histoire à travers des lieux, des anecdotes que j'aime particulièrement et en fait, tout ce qui fera que, Paris est une ville de référence aux yeux, du monde entier finalement, hein. Parce que c'est vrai qu'on a souvent cette idée de Paris, ville lumière, ville de mode, ville de culture, ville de l'amour aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de clichés que je suis sûre que vous connaissez déjà et avec lesquels d'ailleurs on adhère ou on n'adhère pas du tout, hein, mais en fait, on peut pas nier que Paris, ça ne laisse personne de marbre, en fait. C'est voilà, chacun a sa petite idée sur Paris et d'ailleurs, je voudrais commencer avec une petite question, pour vous. Il y a pas de raison qu'il y ait que moi qui travaille ce soir, donc je vais vous poser cette petite question vous, un mot, si vous deviez décrire Paris, vous choisissez un mot, vous pouvez l'écrire dans le chat ou alors vous le pensez très, très fort, mais voilà, c'est quoi le mot pour vous qui qualifie Paris, qui décrirait Paris? Je vous laisse quelques petites secondes. Tour Eiffel, élitisme, somptueux, passion. Tour Eiffel, il y en a. Histoire, grève, ah bah oui, là, c'est sûr. Culture, histoire, vieille dame, art, architecture, beauté, trésor, histoire. Je t'aime Paris, je t'aime. Ah oui, ville, lumière, les ponts, feux d'artifice, gris. Alors il y a ouais, c'est gris. Vous êtes beaucoup trop nombreux. Pourquoi j'ai posé cette question? Non mais c'est super. Au moins alors l'histoire, ça revient beaucoup, la culture aussi, la tour Eiffel évidemment. Magnifique. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques, petites, interjections comme ça de gris et de, grève, manifestation qui se glissent au milieu de richesse, romance, architecture, révolution, son passé. Donc voilà, c'est vrai que tout ça, tout ce que vous êtes en train d'écrire finalement, ça fait l'histoire, de notre, belle capitale, hein, de France et c'est vrai que c'est assez imposant. Alors je viens de voir passer une petite question. Adhérez-vous aux clichés pour les, touristes, c'est ça? Adhérez-vous aux clichés habituels des étrangers? Alors c'est une bonne question. Est-ce que j'y adhère? Je vais pas véhiculer. Voilà, je dirais juste que je vais pas faire en sorte de véhiculer les clichés. Moi, j'accueille beaucoup de touristes de par le monde, hein. Je travaille en anglais, en français et en espagnol et effectivement, quand j'ai des touristes, plutôt, on va dire, anglophones qui viennent des États-Unis, ils ont une idée en tête et c'est vrai que moi, mon but, c'est pas de leur casser leurs rêves non plus. Je suis pas là pour, leur, rentrer dedans et leur dire: «Ah mais non, mais c'est pas tout ça, Paris, ville de l'amour, mais regardez comme c'est» non, je suis pas comme ça, je suis pas en mode vraie Française qui raloute, mais je vais leur, montrer autre chose. Je vais leur montrer autre chose qui fait que, bah, ils auront une autre idée peut-être quand ils partiront et pas forcément, mauvaise, hein, loin de là. J'ai pas envie de descendre le film non plus, c'est pas le but. Mais c'est vrai que j'aime bien sortir du cliché pour montrer que Paris, c'est pas que ce qu'on montre à la télé, et ça va plus loin. Enfin, c'est une ville qui est quand même, qui a du caractère, qui a énormément de caractère. Donc si j'adhère au cliché, oui et non. Oui, parce que ça leur permet d'arriver avec des yeux d'enfant tout émerveillés et puis après de repartir peut-être avec beaucoup plus de contenu justement. Moi, c'est mon rôle, hein, de leur faire ouvrir les yeux de façon émerveillée, pas seulement, de façon consciente aussi. Donc voilà, c'est une question qui est intéressante, mais je peux pas dire oui ou non, c'est assez compliqué. Alors, je vais peut-être passer à la il y a beaucoup de belles questions. Ce que je vais faire, on va les garder pour, je vois qu'elles sont, bien ancrées pour les questions tout à l'heure, donc je reviendrai sur celles-ci en fin de conférence parce que sinon je peux vous parler de mon métier toute la soirée, il y a aucun problème, mais je vais dévier un petit peu du sujet du coup. Donc ce que je vous propose, c'est d'attaquer. Je vous remercie infiniment pour toutes vos réponses, hein, voilà, il y a pas mal d'histoires, voilà, haute couture et cetera et cetera. Donc je reviendrai là-dessus tout à l'heure si vous voulez. Pour l'instant, on va commencer avec toutes ces idées en tête qu'on peut garder. Je vous propose de commencer par le commencement, c'est toujours mieux de toute façon. Et pour cela, je vous emmène durant la préhistoire. Donc, on va remonter loin, hein, vous voyez, on va remonter si loin. Je vous explique un petit peu. L'idée de cette conférence, en fait, c'est de dérouler un petit parcours chronologique et thématique. Donc, en fait, chronologiquement, on va avancer dans le temps et je vais vous donner des idées de visite, des idées de lieux que vous pouvez faire soit tout seul, soit avec un guide conférencier, c'est tellement mieux, bien sûr, vous vous en doutez. Mais voilà, des idées pour ensuite approfondir ces découvertes. Si ce sont des découvertes, bien sûr, parfois je vais peut-être
peut-être enfoncer des portes ouvertes pour vous qui êtes incollables sur Paris, mais voilà, ça va être ma vision de façon très subjective, hein, je vous le dis tout de suite, parce qu'il a fallu que je fasse des choix, vous vous en doutez. Bref, vous allez comprendre avec justement la période de la préhistoire. Donc les débuts de l'occupation humaine, dans ce qu'on appelle le bassin parisien, ça va se faire dès la période qu'on appelle le Mésolithique. Alors le Mésolithique, pour resituer un petit peu, voilà, je vous ai mis les dates clés pour, pas trop vous éparpiller, dans la chronologie. Donc le Mésolithique, c'est entre -9600 et -5500 environ, évidemment. C'est une période qui va débuter par un brusque réchauffement climatique qui va en fait entraîner la transformation des paysages. Il y a une forêt très dense qui va s'implanter assez rapidement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les humains vont devoir s'adapter à ce nouveau paysage, à cette nouvelle météo finalement, et ils vont conserver un mode de vie qui est nomade, qui est basé sur la pêche, sur la chasse et la cueillette, et ils vont se sédentariser plus tard. Donc la grande nouveauté de la période, c'est la chasse à l'arc, justement. Alors là, je vous ai mis des pointes de flèches, de silex, et les traces de cette période mésolithique, les traces les plus anciennes de Parisiens, alors attention, quand je dis Parisiens, c'est évidemment avec de gros guillemets, vous vous en doutez. Euh, Ça remonte donc à cette période du fameux Mésolithique. Pour voir les vestiges de cette période-là, si vous êtes intéressé par la préhistoire, que l'on date, alors ceux-là ou ceux du Néolithique aussi. Vous avez vu, je vous remets juste rapidement la date. Donc le néolithique, plutôt -6000, -5500 à -2000, 2200 environ ou 2500 selon, certains historiens. Donc pour voir cette période-là, ces périodes-là, je vous recommande toujours dans Paris d'aller voir le musée Carnavalet. Donc c'est le musée qu'on voit ici à l'écran. C'est vraiment un petit bijou, ce musée depuis qu'il a rouvert, parce qu'il a été en travaux pendant, une longue période, hein, une longue période quand même. Et dans ce musée-là, pardon, dans ce musée, en fait, on va découvrir le résultat notamment de fouilles d'un site qui a été des fouilles qui ont été mises au jour en 2008. Donc c'est pas si lointain que ça. C'est des fouilles qui ont été faites, alors préhistoire bien sûr, hein, ce sont des préhistoriens qui ont travaillé sur ce site-là. Ce site qui datait du Mésolithique, il est situé, pardon, je vais y arriver, il est situé rue Henri Farman, dans le 15e arrondissement. Et c'est une découverte en fait qui est vraiment majeure parce que pour la première fois, on a, trouvé un gisement de chasseurs-cueilleurs sur les bords de la Seine dans Paris. Alors évidemment, il y a plusieurs sites qui sont à l'extérieur de Paris, pas très loin, mais là, c'est vraiment un gisement à l'intérieur de la ville. Et si j'ai choisi de vous parler de Carnavalet, ça peut vous interpeller parce qu'effectivement, il y a un très beau fonds de collection, hein. J'ai vu passer rapidement à Saint-Germain-en-Laye. Effectivement, c'est un très beau lieu. J'ai pas choisi Saint-Germain-en-Laye, devinez pourquoi? Parce que c'est pas à Paris, tout simplement, et qu'aujourd'hui, notre conférence porte sur l'histoire de Paris. Alors bien sûr, si on étend à la préhistoire, c'est quoi Paris? Bon, bref, je ne vais pas partir ces élucubrations-là. Mais en tout cas, j'ai choisi vraiment le musée Carnavalet parce qu'il est aujourd'hui à l'intérieur de la ville de Paris et surtout qu'il abrite ces fameux, ossements, et outils qu'on a retrouvés sur un site parisien du 15e arrondissement. En visitant la section préhistoire, vous pourrez voir également dans ce musée Carnavalet, vous pourrez découvrir les plus anciens restes humains. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran qui ont été découverts à Paris, évidemment. Je précise toujours, hein, il y a bien plus anciens ailleurs. Et puis en ressortant de ce musée, ce sera l'occasion de dire: «Bah, j'ai vu le plus vieil, humain, être humain de la capitale en sortant de Carnavalet». Donc voilà, je vous ai un petit peu spoilé, votre découverte si vous comptiez y aller, mais en tout cas, c'est assez impressionnant. Vous avez les fameuses pirogues de Bercy aussi qui ont été découvertes, qui sont beaucoup plus récentes que cette période du Mésolithique justement. Voilà, donc ça c'est un petit peu comme ça que va se présenter notre conférence. Donc il va y avoir des périodes thématiques dans les chronologies. OK? On va passer tout de suite, continuez, hein, si vous avez des questions, vous inquiétez pas, c'est pas que je suis impolie, je répondrai à la fin sans problème. Comme ce soir, vous êtes très nombreuses et nombreux, je peux pas me permettre de faire comme je fais d'habitude quand on est en conférence en plus petit nombre. Je peux pas répondre du tac au tac parce que ça va très vite, hein, dans le chat. Je vois que ça défile excessivement vite. Donc ne vous inquiétez pas, on fera un point avec Alejandra à la fin de la conférence et je répondrai évidemment, à vos questions. Alors après la préhistoire, on va passer à l'Antiquité. Donc
Pour avoir une implantation sédentaire, on avance un petit peu dans le temps évidemment et on va parler de cette fameuse tribu des Parisi. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Si c'est pas le cas, pas de problème. Petit récapitulatif, les Parisi, c'est une tribu celte dont le premier témoignage de la cité vient de la guerre des Gaules de Jules César. Donc on est en -52. Ce peuple-là, il va s'implanter au niveau de petites îles que vous pouvez voir actuellement à l'écran. Ces petites îles sur la Seine, très pratiques. C'est une disposition vraiment optimale pour le commerce notamment. C'est la cité que l'on va appeler bien plus tard, enfin, qu'on va appeler, pas bien plus tard, et qu'on va appeler pratiquement au IIIe siècle, la cité de Lutèce. Donc c'est Lutetia Parisiorum qui est créée, sachant que luto veut dire marée et le reste se crée sur le nom de la tribu, d'accord? Là, vous voyez par exemple sur l'image précédente, vous avez le bras ici, alors qu'on qualifierait de bras mort aujourd'hui de la Seine, qui est là et qui englobait ce qui pour nous actuellement pourrait être, le Marais, l'hôtel de ville, toute cette partie-là. Donc vous voyez, on avait une immense île ici et puis ça a été comblé, ça a été asséché, les marais ont été utilisés. Là, je m'avance un petit peu plus. Je reviens sur ma Lutèce. Donc, elle est créée sur le mot Luto, marée, et le reste sur le nom de la tribu des Parisiens. La Seine, très très importante, c'est une voie d'échange vraiment incomparable pour le bois, pour le blé, pour le vin, et cetera. Pour les marchandises, pour l'alimentation, c'est vraiment très important. Et c'est pour ça que le développement finalement de l'activité humaine va y être favorisé de façon assez naturelle. Donc la tribu des Parisis, ils semblent s'être installés sur ce lopin de terre qu'on appelle île de la Cité, aujourd'hui, vous l'aviez peut-être deviné, et ils vont s'installer aussi plus en amont au niveau de ce que nous, aujourd'hui, on pourrait appeler la ville de Nanterre. C'est une période, attention, hein, je précise, c'est une période qui suscite encore énormément de questionnements, chez les historiens. Je rentrerai pas dans le détail du débat parce que je vous signale qu'il faut aller jusqu'au XXIe siècle comme ça, sans que je déborde trop du timing. Mais c'est vraiment, je le précise quand même, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux vous donner des liens et cetera. N'hésitez pas à nous écrire, je vous donnerai des liens. Mais voilà, c'est une période qui suscite énormément, énormément de questions entre l'île de la Cité, où est-ce que les premiers Parisiens, entre guillemets, se sont posés, et cetera. C'est encore en des travaux qui sont en train d'être faits, hein. Puis les recherches sont, pas infinies, pas jusque-là, mais elles sont encore en train d'être faites. OK? Vous avez ensuite ce qu'on va appeler la période, enfin la ville gallo-romaine de Lutèce, qui va se développer sur la rive gauche de la Seine à partir de l'époque d'Auguste. Donc on est, pour vous situer, Auguste, si ça ne vous parle pas trop, on est en 63 avant Jésus-Christ, hein, 14 après Jésus-Christ. Et puis après, sous Tibère, donc c'est vraiment ces périodes bien déterminées, sous Tibère, Lutèce, ça va devenir une agglomération de type gréco-romain avec son tracé vraiment très quadrillé. Si ce sont des mots qui vous parlent, vous avez le decumanus, le cardo, et cetera. Tout ça, c'est vraiment ce qu'on voit à l'écran. Ce sont des tracés très rectilignes, quadrillés. Donc ça, c'est la ville typique gallo-romaine. Au début du 1er siècle après Jésus-Christ, vous avez des îlots de la Seine qui vont déjà à l'époque être réunis pour former ce qu'on appelle l'actuelle île de la Cité. Elle sera urbanisée après, hein, on en reparlera à la fin de la conférence parce que je vous réserve une petite surprise à la fin. Mais voilà, effectivement, on commence déjà à agglomérer un petit peu ces îles-là pour créer la future île de la Cité. Donc il y a des activités économiques, il y a des activités commerciales qui vont se déployer vraiment autour du fleuve et du port de cette île et seul un tronçon du mur, du quai va subsister du port antique. Aujourd'hui, si vous voulez le voir, il est dans la oh là, c'est dur à dire, crypte archéologique qui se trouve sous le parvis de Notre-Dame de Paris. Ça pareil, je vous recommande si vous ne connaissez pas encore la crypte, c'est vraiment un endroit à découvrir assez sympa. Pour reprendre le cours de notre histoire, au IIIe siècle, l'île, elle est totalement lotie, elle va être construite. Et à partir du IIIe siècle et jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, Lutèce est menacée par les premières incursions germaniques et elle va devenir vraiment un site stratégique dans la défense de l'Empire romain contre les barbares. Alors barbares, aujourd'hui, on revient un petit peu sur cette terminologie, mais les Normands, d'accord? Principalement les Normands. L'île de la Cité, elle va donc être protégée, elle va être fortifiée
et on est en 308 lorsqu'on a les fortifications et surtout notre île de la Cité, c'est le centre actif de la ville. À la fin du IVe siècle, la population va de nouveau se développer de part et d'autre du fleuve parce qu'on se sent peut-être moins, menacé et donc on va pouvoir ressortir des fortifications. Bien sûr, l'aspect fortification, construction de défense n'est vraiment pas terminé en ce qui concerne Paris, vous vous en doutez. Au fur et à mesure, donc Lutèce va se développer le long des grands axes qui va constituer son armature. Vous avez les ingénieurs romains de l'époque qui vont vraiment appliquer, comme je vous le disais, le traditionnel schéma en damier ou en cardine. On appelle ça, hein, ce sont les axes nord-sud et découmanie est-ouest, ce dont je vous parlais il y a quelques instants. Donc tout va se couper à angle droit et c'est comme ça qu'on va déterminer les espaces publics et les quartiers d'habitation. Cependant, on a été obligé, à l'époque, d'adapter ce schéma en fonction du relief et de l'héritage gaulois. Donc il va y avoir des petits changements. Là, ce que vous voyez sur ce dessin, alors qui est très imagé évidemment, hein, faut pas c'est pas à échelle ni rien, mais ça vous montre un petit peu une ville romaine, une ville gallo-romaine en tout cas, de ce que pouvait être Paris avec ce que nous, on connaît aujourd'hui comme vestiges. Vous avez donc l'amphithéâtre que l'on appelle les arènes de Lutèce, vous avez le théâtre, les thermes du Nord, vous avez l'aqueduc, le forum et le temple, hein. Le temple numéro 6, le forum numéro 5, l'aqueduc, vous vous en doutez, numéro 4, les thermes du Nord numéro 3 et le théâtre numéro 2. Amphithéâtre, hein, vous le voyez vraiment excentré en bordure, c'est les arènes de Lutèce. Actuellement donc, on a encore quelques témoignages de cette antiquité finalement à Paris, mais je souhaite vous amener au musée de Cluny. Alors, musée de Cluny, vous allez me dire: «Mais c'est pas possible, pour la préhistoire, elle nous emmène à Carnavalet au lieu de nous emmener à Saint-Germain. Pour l'antiquité, elle nous amène à Cluny». Cluny, le musée de Cluny à Paris, c'est le musée du Moyen Âge. Alors c'est vrai que, le gros de ce musée vous racontera l'histoire du Moyen Âge, mais il y a des vestiges à l'intérieur. Vous les voyez à l'extérieur quand, vous passez, sur le boulevard Saint-Michel ou même le boulevard Saint-Germain, vous les voyez, ce sont des vestiges des thermes du nord de la ville de Lutèce et c'est vrai que les thermes sont vraiment omniprésents dans la cité. Les archéologues, ils en ont quand même dénombré 3. Et ces termes-là, ils vont avoir des infrastructures vraiment typiques, ce que vous voyez à l'écran, par exemple, typique de ce genre d'établissement. Donc vous avez des vestiaires, vous avez ce qu'on appelait des palestres. Les palestres, c'est vraiment, le gymnase, si vous voulez. On va avoir des latrines, bien sûr, des lieux d'aisance. On va avoir des salles de bain froids, qu'on appelle le frigidarium, des salles de bain tièdes qu'on appelle le tepidarium et vous avez également le caldarium qui est pour les bains plutôt chauds. Vous avez les étuves, et cetera. Donc l'organisation de la circulation de l'eau, elle se fait en sous-sol pour les thermes, elle est vraiment remarquable. À l'époque, c'est du génie, c'est de l'ingénierie de génie, hein, si on peut dire ça, avec des canaux d'évacuation maçonnés, il y a un collecteur avec des voûtes, en berceau, enfin c'est vraiment une belle infrastructure. Vous vous en doutez, comme tout ce qui date de cette époque-là, c'est très compliqué, en fait, de dater ces termes, mais néanmoins, il a pu être établi qu'ils avaient été construits à un emplacement auparavant occupé par des maisons gallo-romaines. Donc on en a déduit que ça remontait pas au tout premier développement urbain de Lutèce. Ça aurait pu être édifié entre la fin du 1er siècle et la première moitié du 2e siècle. Donc en usage, fin 3e siècle, début 4e siècle, construction 1er, 2e et usage 3e, début 4e siècle. Voilà, ça s'étale vraiment sur 4 siècles comme ça. On ne peut pas dater précisément. Peut-être que plus tard, on aura de quoi, mais pour le moment, c'est tout ce qu'on peut dire. Les bâtiments, ils sont relativement bien conservés, en particulier ce qu'on appelle, ce que je vous ai, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure qui s'appelle le frigidarium, donc vraiment l'endroit où on va avoir les bains plutôt froids. Les lieux ont probablement été réinvestis au Moyen Âge et l'entretien des murs, c'était vraiment pas une priorité à l'époque, donc il y a eu une conservation compliquée. Voilà, simplement pour vous imager, ça a été assez dur. Mais dans ce musée-là, il y a pas que les thermes. Il y a pas que les thermes. Dans le musée de Cluny, on peut aussi trouver ce qu'on appelle le pilier des Nautes. Le pilier des Nautes, ça ressemble, alors je vous en montre un bloc, sachant qu'il y en a plusieurs, je reviendrai après dessus. Le pilier des Nautes, ce sont des blocs de piliers votifs qui ont été découverts dans les années 1710-1711 lors de travaux à Notre-Dame de Paris. Donc il y a voilà, un petit schéma, une petite, gravure qui est ici à l'écran pour vous montrer justement la découverte du pilier des Nautes, des blocs de piliers des Nautes, lors des travaux de Notre-Dame. Pour le pilier,
On pense, on estime qu'il mesurait 2,50 m. Il est daté entre le premier quart du 1er siècle et le deuxième quart du 1er siècle. Voilà, ça va, premier quart du 1er siècle et deuxième quart du 1er siècle. Donc on reste au 1er siècle dans tous les cas. C'est un pilier vraiment emblématique, du chef-lieu des Parisis, mais également le plus ancien ensemble sculpté découvert en France et daté par une inscription impériale. Je précise, et daté par une inscription impériale. Aujourd'hui, ce pilier, ça se résume à 4 blocs. Les autres, on les a jamais retrouvés. On ne peut que supposer. Les archéologues n'excluent absolument pas la possibilité que le pilier ait eu une statue pour le couronner. Donc au-dessus là de cette, on a vraiment une maquette qui a été reconstituée sur l'image que vous voyez et on peut très bien imaginer que sur le dernier, bloc, il y ait une statue, qui vienne couronner ici. Ça, ces blocs, ces différents blocs et cette reconstitution, c'est vraiment un témoignage remarquable de ce qu'on peut appeler la mythologie gauloise. On n'a pas beaucoup de documents qui concernent celle-ci, donc c'est vraiment un joli témoignage. On va avoir des représentations du panthéon gréco-romain, mais il y a également des divinités celtiques et des inscriptions. Donc c'est vraiment un très bel exemple de syncrétisme en fait, hein, de mélange entre différentes cultures. Donc là, on a les 2 qui vont se mélanger et nous donner justement ce fameux pilier. Il y a notamment une dédicace à Jupiter, alors que je me trompe pas, de la confrérie des Nautes de Lutèce. Donc là, vous avez par exemple le décor sculpté qu'on peut voir avec une petite dédicace qu'on voit là-haut. Donc ça, c'est daté du règne de Tibère, pour vous donner une idée. On a pu aussi reconnaître des divinités gauloises, comme je vous disais, la mythologie gauloise, comme Esus, Cernunnos aussi. Alors Cernunnos, c'est celui qui ressemble, hop, à ça. Voilà, c'est cette, divinité-là. Alors Nautes, pendant que je le vois passer, les Nautes, c'est une, corporation de ceux je fais le la définition très, précise, hein, très, pardon, justement, pas très précise, très globale pour, avancer un petit peu. Les Nautes, ça va être une corporation, ce sont les maîtres de l'eau. Si vous voulez, c'est eux qui vont avoir à charge tout ce qui a, lié à l'eau. Donc c'est eux qui vont gérer la Seine, c'est eux qui vont, voilà, c'est vraiment ceux qui vont travailler sur la gestion de l'eau et sur la scène principalement. Je me répète là, mais voilà, pour que vous ayez une idée, plutôt globale, OK? Et en essayant d'être assez, précise quand même, OK? Donc ces divinités-là, elles vont aussi côtoyer des divinités romaines. C'est pour ça que je parlais de syncrétisme. Donc vous avez par exemple Jupiter, vous avez Vulcain, vous avez aussi Mars. Donc tout ça, c'est à voir sur les différents piliers. On a réussi à les, à les reconnaître en fait, hein. OK, donc ça, c'est pour notre partie antiquité. Donc notre petit tour, du, musée du Moyen Âge où on trouve des œuvres antiques se termine là. On va passer au Moyen Âge. Alors le Moyen Âge, c'est évidemment un très vaste programme. On est d'accord, il faudrait une conférence entière sur Paris au Moyen Âge, mais on va synthétiser, je vous promets, du mieux possible pour se remettre quand même un petit peu dans le contexte historique, parce que c'est une période qui est vaste. Pour se remettre dans le contexte historique, on est pour le moment dans, ce qu'on appelle la Gaule. On a un Moyen Âge qui va commencer avec la chute de l'Empire romain au 5e siècle et se terminer avec, grosso modo, la Renaissance au 16e siècle. Alors je suis pas forcément partisane de borner, de dater et cetera. Pour les périodes, c'est plus compliqué que ça. En tant qu'historienne, voilà, c'est assez compliqué pour nous de hop, 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 de faire quelque chose de très précis comme ça. Mais on est obligé. Si on veut synthétiser, à un moment donné, on n'a pas le choix. Donc retenez, chute de l'Empire, romain au 5e siècle qui va débuter justement notre Moyen Âge et à peu près 16e siècle avec ce qu'on va appeler la Renaissance après. À la fin du 5e siècle, la Gaule, elle est morcelée vraiment en plusieurs royaumes, dits barbares. À nouveau, gros guillemets pour barbares. On a les Francs, on a les Burgondes, on a les Wisigoths, et cetera, et cetera. Vous avez une petite carte qui schématise, qui n'est pas la plus exceptionnelle des cartes, mais au moins ça remet un petit peu les cours d'histoire d'il y a très longtemps dans la tête. Au Xe siècle, on a Hugues Capet, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Hugues Capet, il crée une dynastie où seul le fils aîné hérite du pouvoir de son père et évite ainsi quand même certaines querelles fratricides, hein, où on se tue entre frères et donc le partage du royaume comme au temps des Carolingiens. Le système féodal, c'est à ce moment-là qu'il va vraiment se mettre en place avec ce qu'on appelle la tripartition de la société entre paysans, chevaliers
qui va durer très longtemps, comme vous le savez. Et au XIIe siècle, on a de nombreuses villes qui vont prendre leur essor grâce au commerce. Donc c'est à ce moment-là où on va avoir les artisans, les bourgeois, les marchands. Au XIIe siècle, ça va commencer à se développer. Au XIIIe siècle, on a le développement des grandes universités, et je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, celle de la Sorbonne. La Sorbonne, créée par Robert de Sorbon, hein, qui venait des Ardennes. Sorbon, voilà, c'était dans les Ardennes, et on est en 1253, donc on est vraiment plein XIIIe siècle. Il était le confesseur de Saint-Louis, pour vous dire, ce n'était pas n'importe qui, ce fameux Robert de Sorbon. Ok. Donc, pour notre Moyen Âge, voilà où on en est à peu près, on a avancé dans le temps et j'aimerais me focaliser à ce moment-là sur une période du Moyen Âge qui parle du règne de Philippe Auguste. Alors Philippe Auguste, il faut revenir un tout petit peu en arrière par rapport au XIIIe siècle et à Robert de Sorbon. Vous avez, notre Philippe Auguste, ce roi qui alors, on est entre 1180 et 1223. C'est un grand bâtisseur de murs défensifs et de châteaux forts. Donc la ville médiévale par excellence, c'est lui, hein, cherchez pas, c'est voilà, tout va être géré par Philippe Auguste. Si vous voulez voir, à mon sens, après ça reste très subjectif, hein, je vous avais prévenu, à mon sens, les plus beaux vestiges du mur d'enceinte de Philippe Auguste, parce que Philippe Auguste avait fait construire, un mur d'enceinte tout autour de sa ville de Paris avant de partir en croisade, etc. Et donc, il avait protégé sa ville avec un mur d'enceinte. On a encore quelques vestiges. Et pour moi, aujourd'hui, le plus beau, il se trouve dans le Louvre. Là, c'est une photo que vous avez, que vous pouvez voir actuellement dans le Louvre, avec un pilier central qui maintenait le pont au-dessus. Et là, vous vous trouvez dans les douves, en fait, et vous promenez dans les douves du Louvre. Donc, c'est assez génial. C'est super bien, très, très bien préservé, très bien conservé. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle la section du Louvre médiéval. Elle se trouve dans l'aile Sully. Donc avant de vous présenter le bâtiment, parce que c'est pas le Louvre dont je vais parler, pas tout de suite en tout cas. Avant de vous présenter le bâtiment pour illustrer mon Paris médiéval, je voudrais vous présenter la répartition de la ville médiévale, parce qu'il faut quand même l'avoir en tête. La ville médiévale, on a donc pour Paris la rive gauche. Sur la rive gauche, on va avoir des abbayes, dont la plus puissante, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est l'abbaye Sainte-Geneviève. Sur notre rive gauche, vous avez également des lieux de savoir et d'apprentissage comme la Sorbonne. Ça, on l'a vu tout à l'heure au XIIIe siècle. Sur l'île de la Cité, vous avez le pouvoir royal et le pouvoir religieux qui sont vraiment dominants. Je vous en reparle à la fin de l'île de la Cité, à la fin de notre conférence. Voilà, je vous dirai après pourquoi. Je suis pleine de mystères ce soir. Et sur la rive droite, vous aviez tout ce qui était artisan, marchand, bourgeois. Voilà, je schématise, mais la ville va vraiment se découper comme ça. Je répète hein, rapidement, rive gauche, abbaye, abbaye Sainte-Geneviève par exemple, lieu de savoir et d'apprentissage, pardon, comme la Sorbonne. Île de la Cité, pouvoirs dominants qui sont le pouvoir royal et religieux, et sur la rive droite, tout ce qui est artisan, marchand, bourgeois. Ça ne veut absolument pas dire que sur la rive droite, il n'y a pas d'abbaye, bien sûr. Ok, mais c'est plutôt comme ça que ça se répartit. Dans ces lieux, dans tous ces lieux-là que je viens de vous décrire, on trouvait des clos. Des clos, vous savez, c'était, des sortes de domaines qui allaient diviser la ville un petit peu comme nos quartiers aujourd'hui, on appelait ça des clos. Chaque parcelle de clos était entourée par un mur et on regroupait des terres, cultivables à l'intérieur et des bâtiments. C'est ce qu'on appelait un clos. C'est pour ça que vous avez parfois le clos ceci, le clos cela, le clos fleuri, ça vient en général de l'époque médiévale. Vous avez également des abbayes, des domaines monastiques, donc c'est vraiment, en général, ces bâtiments-là sont établis justement sur un clos qui est protégé par une muraille, même si on se trouve à l'intérieur d'une ville. C'est quand même protégé en plus de la muraille de la ville. Ce sont de vastes domaines sur lesquels on cultive des terres, on construit des églises, on construit des bâtiments qui permettent vraiment à une communauté ecclésiastique de se développer, de vivre et de prier également. Donc, je répète, on a les clos, on a les abbayes, les domaines monastiques, on va avoir évidemment des églises, une par quartier ou paroisse, généralement entourée d'un cimetière, ce qui posera problème dans le développement de la ville de Paris plus tard, et d'où les catacombes aujourd'hui. Ça, c'est une autre histoire. De 1300 à la fin du Moyen Âge, il va y avoir 32 paroisses dans Paris, pour vous donner une idée de l'étendue et du nombre de petites églises qui vont fleurir. Il y a aussi des bâtiments civils, ce sont des lieux où se réunissent des corporations, par exemple les notes ont un bâtiment.
Vous aviez, des habitations et évidemment, dans une ville, c'est mieux et vous aviez également des ouvrages fortifiés qui protègent la ville comme, des tours de guet, des portes fortifiées, les fameux murs d'enceinte dont je vous parlais. Maintenant que vous avez un peu, de manière très schématique, comment se compose la ville médiévale avec tout ceci, les clos, les abbayes, les églises, les habitations, bâtiments civils, ouvrages fortifiés. Maintenant que tout ça c'est bien ancré dans votre, cerveau, je vous emmène au 20 rue de Poissy sur l'ancien clos du Chardonnay. L'ancien clos du Chardonnay, aujourd'hui, vous avez alors je vous, montre un petit peu, voilà, le clos du Chardonnay, il était dans hop, dans cette situation, alors j'ai pas activé mon pointeur, attendez, je viens de m'en hop là, je viens de m'en rendre compte. Donc on est ici. Clos du Chardonnay, c'est à cette, hauteur-là aujourd'hui à peu près, enfin à l'époque c'était à cette hauteur-là. Pour nous, ça serait ici et en gros, c'est un clos alors le nom Clos du Chardonnay, c'est parce qu'évidemment il y avait de très nombreux chardons qui y poussaient, vous vous en doutez. Ce clos-là va donc s'étendre entre la Bièvre que vous voyez ici et la Seine et ce clos, il va dépendre de ce qu'on appelle l'abbaye Saint-Victor de Paris, qui est à l'extérieur de la ville à ce moment-là, qui est ici, là où je mets le pointeur. Donc les moines de Saint-Victor avaient construit un canal couvert pour alimenter leurs terres et qui drainait aussi les eaux usées. Donc ça, c'est voilà, c'est le côté un petit peu pratique. Au début du XIIIe siècle, donc, le clos du Chardonnay a été coupé en 2 par l'enceinte de Philippe Auguste. On la voit, juste ici, d'accord? Cette enceinte-là avec les tours de fortification ici et donc ce bâtiment dont je vais vous parler maintenant, hop, qui est là, je ne sais pas si certains d'entre vous, l'ont reconnu, mais ce bâtiment, il est construit sous Saint-Louis entre 1248 et 1253 sur ce fameux clos du Chardonnay, aujourd'hui adresse 20 rue de Poissy. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que ce bâtiment? C'est pas forcément le plus, connu et c'est pas, voilà, ça c'est clairement pas un bâtiment très touristique. Exactement, c'est ça. Elisa, tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'est le collège des Bernardins. Exactement, vous l'avez reconnu, bravo. J'ai affaire à des on n'est pas, chez les novices ici, hein. Donc ce bâtiment, je le répète, il est construit sous Saint-Louis entre 1248 et 1253 et en fait, il résulte de la volonté de l'abbaye de Clairvaux qui s'appelait Étienne de Lexington et il va vouloir, fonder un collège cistercien. D'accord? Hop, je vous mets juste ici, voilà. Il va vouloir fonder donc un collège cistercien pour former les religieux de cet ordre-là. Il veut vraiment se mettre au niveau des 2 autres ordres qui sont très importants de l'époque, les dominicains et les franciscains. À partir donc les années passent, c'est un clos qui va vivre énormément, une abbaye qui va être très importante. Le temps passe et quand on va avoir, la Révolution française, évidemment tout va changer. Ça va être réutilisé et notamment à partir de 1845, ça va être réutilisé en caserne de pompiers. Puis ça a été pendant quelque temps un internat pour l'école de police. Donc on n'est vraiment pas dans le même, voilà, pas dans la même, idée. En 2001, ça va être racheté par le diocèse de Paris et ça va être en rénovation jusqu'à 2008. Les travaux de rénovation à l'intérieur, c'est vraiment un superbe travail et je vous invite à entrer, c'est gratuit et ils sont ravis en général de vous accueillir comme ils ne sont pas forcément très connus. C'est vraiment un lieu, qui mérite, le détour. C'est gratuit pour tout ce que vous voyez ici à l'écran. C'est-à-dire que si vous voulez faire une visite guidée des espaces, évidemment, c'est quelqu'un du collège des Bernardins qui vous la fera et à ce moment-là, bah, vous payez une petite contribution, ce qui est, plutôt normal. Donc, l'architecte en chef des monuments historiques pour la partie ancienne, c'était monsieur Hervé Baptiste. C'est lui qui va chapeauter le projet et pour les espaces contemporains, c'est un certain Jean-Michel Wilmotte selon les prononciations. Donc voilà, on est vraiment sur 2 espaces très différents et l'un n'interfère pas avec l'autre. Donc c'est une restauration qui a été faite vraiment de manière intelligente, comme on pourrait dire aujourd'hui. Le corps principal, oui, il y a des très belles conférences aussi. Il y a des conférences, je crois qu'il y avait pas mal de déjeuners aussi, de choses très thématiques donc et ils ont une belle programmation, hein. En général, vous pouvez vraiment, regarder sur leur site internet, ils sont très réactifs aussi donc c'est, un bel endroit à découvrir, vraiment. Donc, vous avez ici un petit peu le passé justement médiéval de ce collège des Bernardins. On distingue notamment ce qu'on va appeler le corps principal qui est ici sous mon curseur, avec plusieurs bâtiments qui sont sur 4 niveaux, étagés sur 4 niveaux, dont des niveaux aussi, en sous-sol.
Dans ces bâtiments-là, on avait des salles de cours, évidemment, on avait des réfectoires aussi, alors que je vous montre un petit peu l'intérieur reconstitué, et des dortoirs, bien sûr. On pouvait accueillir 20 à 30 étudiants. La construction à l'époque, moi ça me fascine, cette petite anecdote. La construction, elle avait été faite sur des pilotis de chêne parce que vous vous souvenez, on est vraiment pas loin de la Bièvre, à côté de la Seine et le terrain est très marécageux et donc la solution pour construire et pour mettre au sec, hors de l'eau, notre bâtiment, du co central notamment, on a construit sur pilotis et aujourd'hui, évidemment, le bois ayant joué à travers les âges, les centaines d'années qui nous séparent de cette construction, on a des micropieux d'acier, on en a 350 micropieux d'acier qui sont placés sous les murs extérieurs et sous chacun des piliers sur une profondeur de 15 à 20 mètres. Donc voilà, on a remplacé progressivement les pieux en bois, qui voilà, c'est putrescible, hein, le bois, vous vous en doutez, par de l'acier, qui vraiment, je vous le répète, sous les murs extérieurs que vous avez vus. Alors je vous le remontre rapidement. Oup, voilà. Voilà, ici, sous ces murs-là, plus à l'intérieur, sous chaque arche que vous avez vue sur cette photo-là. OK? Voici. Alors, je fais une micro pause. Voici. On va passer maintenant de notre Moyen Âge, on va arriver à la Renaissance. On va vite dans le temps. Vous avez vu, on traverse comme ça, on vole ensemble. Donc on traverse les siècles, on traverse les années et nous arrivons à la fameuse Renaissance. On laisse le Paris du Moyen Âge derrière nous. Paris devient une ville de la Renaissance, principalement avec un roi qui revient à Paris, qui revient notamment de ses pays de la Loire avec le retour de François Ier. Même si la cour, elle est encore beaucoup itinérante entre justement ces fameux châteaux de la Loire et la capitale, c'est bien à cette période-là, par exemple, que le vieux Louvre va devenir un palais dit Renaissance. C'est avec François Ier. D'accord. L'arrivée de l'imprimerie, les contributions de savants, de poètes à l'éducation, les arts, tout ceci, ça va vraiment faire entrer la ville dans une période intellectuelle très prolifique et pour ce qui est de l'embellissement de Paris, on va également s'inspirer de toutes ces avancées. Alors il n'y a pas que les avancées, culturelles, hein, je vous ai parlé des savants et cetera, donc tout ce qui est avancées scientifiques et culturelles, ça permet de faire entrer Paris dans vraiment une nouvelle période, une période où on a envie d'embellir la capitale et c'est ce que François Ier va faire, vous vous en doutez. Alors si vous connaissez déjà un petit peu François Ier, parce que ce dont je ne doute absolument pas, vous savez qu'il est très, très inspiré par la Renaissance italienne et ça se ressent dans l'architecture qu'il va mettre en place. Le XVIe siècle, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, là je vous fais un petit panorama rapide, c'est aussi, et malheureusement, même s'il y a prescription, les guerres de religion. Les guerres de religion entre catholiques et protestants. Donc les 2 vont s'affronter, au sommet, du royaume comme dans la rue, hein, de partout on s'affronte et en 1590, Henri IV est héritier du trône, mais il est protestant. Donc il se voit, refuser l'accès à Paris pendant plusieurs mois. Il fait assiéger et bombarder la ville. L'approvisionnement en vivres est bloqué, le peuple est affamé. Pas la meilleure manière pour essayer de de commencer un règne. Bref, le siège est levé, on compte quand même plus de 30 000 morts. Henri IV pénètre dans Paris en 1594 après s'être converti au catholicisme et vous connaissez certainement cette fameuse phrase Paris vaut bien une messe. Voilà, donc on est vraiment à cette époque-là. Dès son arrivée à Paris, Henri IV veut donc rénover la ville et c'est là, qu'on va, avancer un petit peu. Le roi va faire construire beaucoup d'ouvrages différents, divers variés. Notamment, vous avez ici le fameux Pont-Neuf. Le Pont-Neuf qui passe par la pointe de l'île de la Cité. Donc c'est le premier pont dépourvu d'habitation. Je sais que très souvent, on entend: «C'est le premier pont de pierre de Paris». Non, ce n'est pas le premier pont de pierre de Paris. Alors, c'est le premier pont de pierre de Paris qui reste encore actuellement visible par nos yeux. Le premier pont de pierre, c'est ce qu'on appelait le pont Notre-Dame. Mais
Ça, c'est une autre histoire encore, mais c'est juste pour, voilà, pour, vous dire qu'on a pas mal d'idées reçues parfois et c'est pas forcément elles sont pas forcément toutes exactes. Par contre, c'est le premier pont qui est dépourvu d'habitation. Ça va devenir vraiment un lieu de promenade à la mode, très, très animé, hein. Il y a beaucoup d'échoppes, vous savez, ces petites boutiques ouvertes. Il y a plein de petits métiers, il y a des artistes de rue qui jonglent, il y a ce qu'on appelait, vous savez, les arracheurs de dents. Voilà, il y a tout ce petit monde-là, des vendeurs de beignets et cetera. Oui, des vendeurs de beignets, déjà à ce moment-là. Ah bah, c'est les friandises, hein, ça marche toujours très bien. Vous avez le roi qui fait construire donc ce pont neuf, mais également la Samaritaine. La Samaritaine, alors certes, ce sont des grands magasins aujourd'hui qui prennent le nom d'une pompe à eau qui est destinée à alimenter le palais du Louvre et tout le quartier du Louvre. Et sur le pont neuf, justement, ça c'est notre pont neuf, vous avez en couleur ici sur le plan la fameuse pompe de la Samaritaine. Il y a 2 places également qui vont être construites à la gloire de la monarchie, alors que je vous montre un petit peu. Vous avez, la place, la place à gauche, voilà, l'image de gauche, c'est est-ce que vous reconnaissez un petit peu ou pas? Je pense que c'est facilement repérable avec les briques rouges et cette pierre de taille. Est-ce que vous avez deviné ce que c'est? Oui, à gauche, effectivement, c'est la place Dauphine et à droite, c'est effectivement la place des Vosges. Exactement. Donc la place Dauphine, la place des Vosges, place Dauphine à la pointe de l'île de la Cité, la place Royale, future place des Vosges dans le quartier du Marais et Henri IV va également faire agrandir le Louvre en reliant au Palais des Tuileries, celui-ci. Donc vous voyez ici, on a une grande galerie qu'on va appeler la galerie du bord de l'eau. Aujourd'hui, on la trouve aussi sous le surnom de galerie des Italiens, de grande galerie et cetera et cetera. Donc c'est là où vous avez, pour la plupart de la collection, italienne Renaissance, hein, si vous visitez le Louvre actuellement. Donc ça, c'est le travail d'Henri IV. J'aime beaucoup cette petite maquette parce qu'on voit très bien comment il y avait énormément d'habitations encore à l'intérieur du Louvre, hein. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Quand on parle du Louvre, c'était pas, voilà, le palais, il est tout petit, hein, par rapport à ce que nous, on connaît, actuellement. Donc, lorsqu'il est assassiné, notre cher Henri IV, en 1610 par Ravaillac, son fils, Louis n'a que 8 ans. Louis XIII n'a que 8 ans et la régence est confiée à la mère de ce dernier, donc Marie de Médicis. Quand il devient roi, notre Louis XIII, il va relancer les chantiers de la capitale dirigés par son ministre Richelieu. Ça, c'est un petit peu pour vous contextualiser l'avancée des travaux. Pour illustrer le propos de la Renaissance à Paris, c'est pas évident. Il y a plusieurs lieux vraiment charmants dont j'aurais bien voulu vous parler, comme la place des Vosges, l'église Saint-Eustache, le Pont Neuf, justement, on en parlait un petit peu. Mais cette fois, je vous amène dans l'une des salles du Louvre, justement, pour découvrir l'architecture Renaissance. C'est cette salle-là qui s'appelle la salle des Cariatides. Peut-être l'avez-vous déjà visitée, peut-être la connaissez-vous déjà. Il s'agit de la salle de bal des rois de France. Donc François Ier a en effet choisi le Vieux Louvre pour en faire sa résidence principale, hein, quand il arrive à Paris, quand il revient à Paris. Des travaux sont nécessaires pour lui donner vraiment le faste et le luxe qu'il a pu admirer dans le palais des voisins italiens, parce que c'est quand même son but aussi de rivaliser, une rivalité saine ou pas, vous en jugerez vous-même, mais en tout cas, voilà, il veut rivaliser. Et donc le roi n'aura malheureusement pas le temps de voir son palais achevé, c'est son fils Henri II qui va terminer les travaux, hein. Donc voilà, c'est pour ça notamment que vous avez dans la salle des Cariatides, quand vous entrez depuis la Vénus de Milo, vous avez une grande cheminée et sur cette cheminée, vous avez un H, en souvenir donc d'Henri II. L'architecte à la tête du chantier, c'est Pierre Lescot. La construction, elle va débuter en 1546 et la salle, elle doit son nom, alors pas à l'architecte ni rien, vous vous en doutez, elle doit son nom à ces dames qui sont ici, ces statues qui font office de colonnes et qu'on appelle des cariatides, qui ont été sculptées par Jean Goujon en 1550. Donc on est vraiment sur le support de la tribune des musiciens ici. Alors Jean Goujon, il est avec Germain Pilon, je vous ai mis les 2 ici. L'un à côté de l'autre, Jean Goujon est à gauche, Germain Pilon à droite. Ce sont les sculpteurs les plus importants de la Renaissance française. Ils vont vraiment rompre avec le modèle français pour s'inspirer directement de l'art antique et de la Renaissance italienne. Donc on délaisse un petit peu l'art français. Cette œuvre-là, elle s'inscrit complètement dans les préoccupations contemporaines qui s'inspirent de l'Antiquité. Les cariatides qui sont présentés dans cette salle, en fait, on a Jean Goujon qui réinterprète un monument du 2e siècle avant Jésus-Christ, qui est le
le forum de l'empereur Auguste à Rome. Et cette salle, voilà, donc elle est connue pour salle des cariatides parce que c'est ce qui impressionne. Quand on entre dans la salle, c'est cette fameuse tribune des musiciens. Quand il y avait un bal, vous aviez des musiciens qui jouaient. Je vous remonte sans les hop, sans les voilà, ici. Alors, Jean Goujon, je pense qu'il y a un petit peu de retard aussi par rapport à ce que je peux dire. Je vois que vous réagissez parfois à des choses que je dis et qui ça arrive plus tard. Donc je vous remets la photo, mais là, Jean Goujon, il est à gauche et Germain Pilon, il est à droite, hein, pour vous donner une idée. OK? Voilà, donc notre salle des cariatides avec notre tribune des musiciens, notre, salle de bal qui est ici et cette salle, elle est multifonction, hein, à l'époque, mais c'est vrai que ce qu'on va retenir, c'est surtout la salle de bal. Par exemple, autre fonction qui a été, heu, utile en son temps, ça a été une salle pour la cérémonie du mariage d'Henri IV avec la reine Margot. Voilà, donc c'est un bel événement, quelque chose de plutôt heureux. Malheureusement, il y a eu plus sordide aussi, c'est là où se déroulera la cérémonie funéraire après l'assassinat d'Henri IV, par exemple. Un peu plus joyeux et je terminerai sur le plus joyeux, c'est ici que Molière a joué pour la toute première fois devant Louis XIV, le Dépit amoureux, L'étourdi et Les précieuses ridicules. Donc vous voyez, c'est quand même une salle chargée vraiment d'énergie historique, c'est assez intéressant. À partir de 1692, on commence déjà à exposer les sculptures de la collection de Louis XIV, puisque aujourd'hui, quand vous visitez la salle, vous voyez, alors là, on ne le voit pas, là, on le voit mieux ici. Vous voyez qu'on a des sculptures qui vous sont montrées, dont la Diane de Versailles qui est ici, hein, l'Artémis Diane de Versailles. C'est voilà, ce sont des collections depuis Louis XIV, puis Napoléon Ier fera raccorder à la Galerie des Antiques où on a la Vénus de Milo en 1806. Mais là, je m'égare un petit peu. On va continuer notre histoire de Paris. On avance dans le temps, on arrive au grand siècle, qui est donc hop, l'époque de Louis XIV. Paris, à cette époque, compte environ 500 000 habitants et les limites sont ainsi dessinées, que je vous montre sur le plan. Ça, c'est le Paris du XVIIe siècle, du grand siècle. Alors, que se passe-t-il à Paris au niveau de l'urbanisme sous le roi Soleil? Parce que même s'il décide d'aller vivre à Versailles, la ville ne cesse pas d'exister, hein, loin de là. Donc, les travaux d'embellissement continuent plus que jamais avec ce qu'on appelle la colonnade du Louvre. Vous avez l'Observatoire, vous avez les Gobelins, hein, la manufacture des Gobelins, mais également l'hôpital des Invalides. Et c'est donc de ce dernier dont je voudrais vous parler. Alors, hop, je vous emmène ici avec un petit zoom sur le plan. Les Invalides sont ici, pas très très loin de la Seine, en plaine, voilà, ce qu'on connaît comme étant cette plaine juste à côté de la plaine du Gros Caillou qui va servir à faire construire justement les Invalides avec la pierre qui vient juste d'à côté. Donc à l'époque, on n'est pas dans Paris. On n'est vraiment pas dans Paris. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de se l'imaginer, mais on est vraiment à la lisière. On n'est pas dedans, on n'est pas dehors, mais voilà, on est vraiment à la lisière de la ville. Ce monument donc, qui est toujours visible et dans lequel vous pouvez entrer gratuitement, hein, pour admirer la cour d'honneur, la cathédrale Saint-Louis des Invalides et la façade nord du dôme. Alors, Saint-Louis des Invalides, pouf, elle est comme ceci à l'intérieur, c'est gratuit. Vous pouvez entrer, vraiment, c'est voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle le diocèse aux armées. On a donc le diocèse de Paris avec l'évêché de Notre-Dame de Paris, et puis vous avez l'évêché, diocèse aux armées, cathédrale Saint-Louis des Invalides. Donc vous pouvez entrer ici. La messe est dite le dimanche entre 10 h et midi, donc c'est le seul moment où vous ne pouvez pas entrer pour visiter. C'est vraiment une messe pour les militaires, pour ceux qui vivent aux Invalides aussi, hein. C'est un lieu qui vit encore beaucoup. Notamment, il y a le côté hôpital, hein, l'Institution nationale des Invalides d'un côté, et puis de l'autre côté, vous avez une maison de retraite et des chambres de pensionnaires. Donc, notre Louis XIV, il va décider de faire concevoir cet hôpital pour ces militaires retraités, retraités ou blessés simplement pour être accueillis lorsqu'ils reviennent de campagne militaire. Ils n'avaient nulle part où aller avant. Donc c'est à cet endroit-là que Louis XIV décide, de faire construire pour accueillir ces fameux soldats blessés ou retraités. Donc voilà, ça c'est la façade sud. Vous entrez par ici quand vous souhaitez voir le tombeau de Napoléon.
mais c'est pas de Napoléon dont je voudrais vous parler maintenant, c'est, de la cour d'honneur parce que c'est vraiment architecturellement parlant, c'est un bijou du XVIIe siècle, c'est vraiment représentatif de l'architecture du XVIIe siècle. C'est un pur produit architectural de son époque, hein. L'architecture de la cour et de la plupart des bâtiments ont été confiés à cet homme-là, qui est Libéral Bruant, qui s'est fait connaître en établissant les plans de la salpêtrière que je vous ai mis à côté sur la droite. Cette cour, c'est vraiment la plus vaste du monument. Elle fait 103 mètres de long sur 65 mètres de large. Elle est de style classique. Alors, je vous remets la cour parce que, hop, sinon, ça va être compliqué de vous la décrire. Donc, 103 mètres de long, 65 mètres de large. Elle est de style classique, symétrie, grandeur, sévérité. Ça, c'est vraiment les maîtres mots de l'architecture classique. Les seuls ornements que vont comporter les façades, ce sont 60 lucarnes, des combles que l'on appelle aussi œil de bœuf. En voici par exemple quelques-unes. Je vous montre ici. Vous voyez à l'étage, au niveau des combles, on a des petites lucarnes circulaires, ces œils de bœuf qui sont ouvragés, ornés. Donc là, je voudrais vous parler d'une précisément. Ces lucarnes-là, elles ont plein de elles sont toutes différentes en fait, hein. Les 60 proposent un programme iconographique différent. C'est-à-dire que la décoration, toutes sont différentes. Plusieurs commentateurs aujourd'hui ont essayé d'interpréter les symboliques de ces lucarnes, mais elles restent très, très fermées. Elles restent encore très hermétiques pour nous aujourd'hui à comprendre. On n'a pas, voilà, Libéral Bruant ne nous a pas laissé de plan indicatif en disant ça veut dire ça, ça veut dire ça. Donc l'une d'entre elles fait l'objet d'une tradition que je ne peux manquer de vous raconter ce soir dans cette cour d'honneur. Oui, ah bah, vous êtes bien trop rapide. Vous avez effectivement cette légende de la lucarne de Louvois. On a des connaisseurs ce soir. Donc la lucarne de Louvois, quand on part du fronton triangulaire que vous avez vu ici au centre, quand on compte 1, 2, 3, 4, 5, c'est celle-ci. Et là, pouf, je fais un zoom sur la lucarne de Louvois. C'est donc un animal que vous avez ici qui représente un loup, qui enserre de ses pattes la lucarne. Là, il sort des fourrés, il a la lucarne entre ses pattes. Et cet animal, pardon, représenterait donc le nom d'un proche de Louis XIV sous forme de rébus. Il s'agirait d'un rébus de pierre qui donnerait, et je suis vraiment au conditionnel, hein, attention, ça reste une légende, qui donnerait le nom de cet homme-là, qui était le secrétaire de l'État et des armées du roi, qui était en charge du projet des Invalides, le marquis de Louvois. Alors, Louvois en un seul mot, pardon. De Louvois, Louvois, et on décompose en rébus de pierre avec un loup qui a les yeux grands ouverts, c'est donc un loup qui voit. Voilà, et vous êtes au courant maintenant de cette fameuse légende de la lucarne de Louvois. Quand vous venez aux Invalides, impossible qu'on ne vous raconte pas cette histoire-là. Après le grand siècle de Louis XIV, on se rapproche maintenant de celui des Lumières et de la Révolution française de 1789. Parce qu'on a beaucoup de révolutions, mais voilà, celle qui va nous marquer à ce moment-là, au XVIIIe siècle, c'est celle de 1789. À la mort du roi Soleil, le rayonnement culturel de Paris est vraiment considérable dans toute l'Europe, mais les inégalités vont s'accentuer vraiment pour le peuple français. Néanmoins, à ce moment-là, le divertissement va quand même bon train, hein. Ça touche l'ensemble de la population, ce n'est pas réservé qu'à une seule élite. Vous allez, au théâtre, voir des comédies françaises, des comédies italiennes, vous allez à l'opéra, vous avez des théâtres de boulevard et des concerts qui sont gratuits. Donc c'est pour ça que je dis ça touche vraiment toutes les classes sociales. Les peintres, à ce moment-là, ils vont exposer leurs œuvres dans ce qu'on appelle des salons. Attendez, poum, poum, poum. Voilà. Donc les salons, comme vous voyez ici, notamment au Louvre, vous avez une pièce qui s'appelle le salon carré. Le salon carré, aujourd'hui, il est très épuré. On vous présente le début justement de la Renaissance italienne avec Cimabue, avec Giotto. Et en fait, regardez ce que ça peut donner les murs du salon à l'époque. C'est vraiment bien plus. Il y a plus de choses à voir. On va dire qu'il y a plus de choses à regarder. Donc, les salons, c'est vraiment, voilà, on a, ce foisonnement d'art. On a aussi des expériences scientifiques qui sont spectaculaires, comme par exemple, vous savez, l'envoi de ballons, dans les airs, avec des personnes à l'intérieur. Donc ça, c'est assez, fou, quoi. On envoie des personnes pour la première fois voler. Et s'il y a bien un lieu pour moi qui représente l'effervescence, cette effervescence du XVIIIe siècle et de la Révolution française aussi au passage, eh bien pour moi, c'est le Palais Royal. Le Palais Royal qui est vraiment le lieu à la mode de l'époque. Alors le Palais Royal,
À l'époque de la Révolution, c'est un lieu qui appartient au cousin de Louis XVI. Donc c'est Louis-Philippe d'Orléans, que je vous montre ici. Alors, on l'a pas toujours connu après, sous le doux surnom de Louis-Philippe d'Orléans. On va avoir un petit surnom après la Révolution justement, Philippe Égalité. Il prend ce surnom-là en 1792. Ça, c'est pour la petite anecdote. Ça me fait sourire, évidemment. Philippe Égalité, donc, va faire du Palais Royal un lieu d'exception, une ville dans la ville qui est protégée par des règles que seul le statut de son propriétaire peut permettre. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui peut permettre certaines choses. C'est lui qui est en charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la police n'a pas le droit d'entrer à l'intérieur du palais royal. Et oui, et ça va arranger les affaires de certains et certaines. Vous avez par exemple, alors il y a plein de choses qui se développent. Vous avez des marchandes de mode, vous avez des cafés, vous avez des boutiques. Dans les boutiques, on retrouve des estampes, on retrouve des gravures, vous avez des librairies. Tout ça, ça va se partager. Il va y avoir 88 boutiques. Vous imaginez, aujourd'hui, il n'y en a même pas la moitié, hein. Et sous les arcades, on va avoir une foule, comment est-ce qu'on pourrait la qualifier? Une foule disparate. Voilà. Vous avez des prostituées, vous avez des joueurs, vous avez des flâneurs. Il y a un petit peu ça voilà, c'est une faune un petit peu qui se mélange comme ça, un peu particulière. Et j'ai vu, voilà, que vous parliez de Balzac. Effectivement, Balzac, ça fait partie de ce Paris, du Palais Royal. Alors c'est un petit peu plus tard, mais c'est vrai que, Balzac le décrit divinement bien, hein. Voilà pour la petite parenthèse. C'est dans cette enclave du Palais Royal qu'on va trouver notamment ce qu'on appelle le café de foie. Donc ça, cette image-là, rapidement, c'était pour vous montrer, les arcades avec, les prostituées notamment qui vendent leur charme et cetera. Alors je vais vous dire au revoir à ceux qui sont obligés de nous quitter. Je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. C'était un plaisir de vous guider virtuellement. Profitez bien de votre soirée et bon appétit surtout, c'est important. Et d'ailleurs, bon appétit si vous êtes en train de manger, hein. Donc, le café de foie, je voulais vous parler de ce lieu. Vous avez ici Juché en train d'haranguer, la foule, en train d'en appeler aux armes. Vous avez le 12 juillet 1789, un certain monsieur Desmoulins, un citoyen Desmoulins, Camille Desmoulins, qui lance l'appel à l'insurrection vers les Tuileries. Après ça, Desmoulins va demander aux citoyens de porter une cocarde en signe de reconnaissance. Alors il y a débat encore chez les historiens, mais on dit que les seules cocardes disponibles au Palais Royal, ce sont des feuilles vertes. Donc on prend des feuilles vertes. Le vert, problème quand même, c'est la couleur de la livrée du frère du roi, le comte d'Artois, qui est détesté. Donc très rapidement, la cocarde, elle ne va plus du tout être verte, mais elle va prendre ses couleurs tricolores. En 2 jours, la cocarde, elle va changer 3 fois de couleur. Vous imaginez? D'abord, elle est bleu, blanc, rose. Et après, il y a la milice parisienne qui va adopter les couleurs de Paris, bleu et rouge. Et enfin, il faudra attendre le 14 juillet 1789 pour voir naître la cocarde tricolore, bleu et rouge de Paris, qui encercle le blanc de la monarchie, qu'on va présenter après au roi Louis XVI. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, évidemment, l'histoire du drapeau de la France. Pareil, c'est une, c'est une petite conférence aussi à part entière. Très intéressant, ceci dit. Bref, je reviens à mon palais royal. Quelques années plus tard, c'est également au palais royal qu'une certaine Charlotte Corday, hop, je vous la mets ici. Charlotte Corday qui entre chez le coutelier Badin au 177 Galerie de Valois. Alors, ne cherchez pas aujourd'hui, c'est, le ministère de la culture, hein, donc vous pouvez pas il y a plus de coutelier Badin, vous vous en doutez. Et notre Charlotte Corday, elle entre au 177 chez ce coutelier Badin. Elle achète un couteau de cuisine qui va lui servir, vous vous en doutez, à assassiner effectivement Cécile m'a devancé, à assassiner Marat. Donc ici, vous avez Jean-Paul Marat qui est représenté par, l'artiste David qui est mort dans sa baignoire. Elle va connaître le Palais Royal de réputation. Charlotte Corday, elle ne connaît pas Paris. Elle est de Caen. Elle ne connaît absolument pas Paris. Elle arrive et elle sait d'ores et déjà, qu'on trouve de tout dans le Palais Royal. Par exemple, il y a même un historien russe qui s'appelait Nikolai Karamzin. En 1790, il va écrire: «Tout ce qu'il est possible de trouver à Paris est au Palais Royal». Donc est-ce qu'elle l'a lu? Est-ce qu'elle l'a entendu? Est-ce qu'elle l'a vu? Bref, on n'en sait rien, mais en tout cas, elle sait que s'il y a un endroit où elle peut tout trouver, que ça soit le couteau ou une arme telle quelle qu'elle soit, et notamment des filons, hein, c'est-à-dire elle ne sait absolument pas où habite Jean-Paul Marat, donc elle va demander
demander aussi aux citoyens et aux citoyennes qu'elle croise où habite Jean-Paul Marat. On va la guider non loin de là, du côté de la rue du Faubourg Saint-Honoré et l'histoire d'après, alors moi, elle me passionne, elle est très intéressante, mais on pourra en discuter, à un autre moment si vous le souhaitez. Pour l'instant, j'avance un petit peu. Nous allons avancer jusqu'au 19e siècle. Nous allons laisser la Révolution derrière. On passe à ce siècle foisonnant du 19e siècle. C'est un siècle très fourni qui voit quand même passer, vous imaginez, 2 républiques, 3 monarchies, 2 empires. C'est énorme. C'est énorme. Tout ceci, évidemment, ne se fait pas sans parole. Vous avez alors oui, bon, ça c'est les révolutions, les guerres, ça se fait sur fond de guerre, de révolution, mais quand je dis révolution, alors là, vous avez celle des Trois Glorieuses de 1830 avec la liberté guidant le peuple de Lacroix. Mais quand je dis révolution, c'est pas uniquement, rébellion, émeute et cetera. Il faut penser aussi aux révolutions, techniques, aux innovations au niveau des transports, au niveau des idées et cetera. Ça foisonne vraiment dans tous les sens. C'est aussi le siècle de bien des naissances, hein, grâce aux expositions universelles, vous vous en doutez, comme celle qui est parmi les plus célèbres, celle de 1889 avec la célèbre tour Eiffel, vous vous en doutez. Alors contre toute attente, ce n'est pas de la tour Eiffel dont je vais vous parler. Pour illustrer ma balade du soir, je vais vous emmener à Montmartre. Voilà la tour Eiffel, on en entend assez parler, donc je vais pas en rajouter. Elle a déjà eu sa période de gloire, c'est bon. Là, je vous emmène à Montmartre, en bas de la butte Montmartre. Là, l'image, c'était vraiment pour vous illustrer Montmartre avec ses vignes, ses jolis bâtiments, mais je vous emmène vraiment tout en bas. Tout en bas, vous avez la place Blanche. La place Blanche, est-ce que vous savez ce qu'on y trouve sur cette place? Je vous laisse, me dire. Oui, effectivement, je rebondis sur ce que Arlette alors non, pardon, c'est Philippe. Oui, Marat a été assassinée par, Charlotte parce qu'elle avait peur qu'il fasse beaucoup de morts, hein, j'en profite pendant que vous me répondez. Pendant la conférence. Mais effectivement, elle a cette phrase qui va, enfin, Marat a cette phrase qui va signer son arrêt de mort parce qu'en fait, ils discutent. Alors, je vous passe les détails et cetera. C'est assez rocambolesque comment elle arrive dans l'appartement de Marat. Elle va arriver, ils vont discuter 20 minutes ensemble, hein. Elle va s'asseoir à côté de lui, elle va discuter avec lui pendant 20 minutes et elle va lui demander quel sort il réserve aux Girondins. Et il a cette phrase, donc il va signer son arrêt de mort: «Les Girondins, je les ferai tous guillotiner». Et là, elle l'assassine avec son couteau, elle le plante dans la poitrine, il meurt sur le coup. C'est un homme très affaibli, de maladie et cetera. Et au juge, lorsqu'elle va être jugée, donc à au sortir de la conciergerie, elle va dire au juge: «J'ai tué un homme pour en sauver 100 000». Donc c'est effectivement ce que Philippe disait, hein, ça rejoint son idée. Donc ça, c'était le petit aparté. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce que vous m'avez dit? La craie, le sexe, les boutiques de sexe, les plâtriers, le moulin rouge, la drogue, enfin dis donc, oui, c'est très disparate. Alors, oui, bon, je reviendrai pas sur, les petites blagues, mais oui, le moulin rouge. Effectivement, on trouve le moulin rouge qui est ici. Très bonne soirée à ceux qui nous quittent. Le Moulin Rouge, c'est de ça dont je voudrais vous parler. C'est vraiment au 19e siècle, un symbole de fête et de légèreté qui effectivement se situe dans un quartier aussi de mœurs légères, la zone de Pigalle. Donc il faut savoir quand même que dès le 18e siècle, la rue des Martyrs, elle abrite de très nombreux cabarets et la prostitution est déjà fort répandue dans le quartier. Donc vous imaginez bien que ça date pas d'hier. À la fin du 19e siècle, vous avez le divan japonais et le Moulin Rouge qui propose les premiers spectacles d'effeuillage, hein, entre gros guillemets. Il y a une population de mafieux, des petites frappes, comme on dirait, des gros bonnets qui arrivent à Pigalle à ce moment-là. Dans les années 30, le quartier compte 177 bordels. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolée, hein, si je choque des petites oreilles toutes mignonnes. Dans les années 1830, donc, le quartier compte 177 lieux de charme, voilà, on va dire ça, employant 2000 filles, pour vous donner une idée. De ce passé, aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose, mais les mythes ont la vie dure et ça attire toujours autant le tourisme. D'accord? Qu'en est-il de ce fameux Moulin Rouge? Si on revient en arrière,
Vous avez ce moulin qui est ici, donc nous sommes en 1889. Il a été conçu par Joseph Euler et Charles Ziegler. Le public découvre alors un lieu complètement extravagant. Il y a une gigantesque piste de danse, il y a des miroirs partout, il y a un toit terrasse qui est agrémenté d'un énorme éléphant. Regardez, c'est assez génial. On a encore des photos de l'époque. Donc vous avez ce toit terrasse que vous pouvez toujours voir et sur lequel il y a un bar actuellement qui est très sympa, très préservé. Faut passer par la cité Véron et en fait, faudrait que j'arrête de donner mon truc à tout le monde parce que sinon tout le monde va s'y précipiter, je serai plus jamais tranquille. Et vous avez ce toit terrasse qui est très sympa et vous êtes derrière le Moulin Rouge, en fait, c'est assez chouette. Donc un énorme éléphant comme ça, vous avez, une ambiance de folie sur scène, dans la salle, sur le toit, c'est assez incroyable. Les bals du Moulin Rouge, ça fait partie, pardon, des bals les plus prisés de la capitale. On va notamment découvrir une nouvelle danse. Je suis sûre que vous en avez déjà, entendu parler, c'est le fameux cancan, le French cancan aujourd'hui on l'appellerait, qui rappelle, le quadrille, vous savez cette danse, qui était avant, donc ça se base un petit peu sur le quadrille. Le chahut parisien aussi était de mise, les figures, acrobatiques de certaines danseuses, donc on a ces filles qui dansaient, qui étaient très connues. Alors oui, vous avez raison Franck, alors c'est pas la goulou, vous y êtes presque, c'est la goulue. La goulue justement, je voudrais vous en parler, c'est cette dame-là. La goulue, elle est, en fait, elles ont toutes des surnoms assez rigolos ces dames. La goulue, vous vous doutez bien qu'en fait, elle finissait les verres des clients. Voilà, et hop là, dès que les clients avaient le dos tourné, qu'il restait un petit fond, pouf, elle se l'envoyait dans le gosier, comme on dit. Et donc, vous aviez d'autres surnoms assez rigolos aussi. Vous aviez, Grille d'égout. Grille d'égout, on l'appelait comme ça parce que la pauvre, elle n'avait pas une dentition des plus parfaites. Alors ça, voilà, ça vole pas très haut, hein, non plus. Vous aviez Valentin le Désossé qui était contorsionniste, la môme fromage, je vous laisse imaginer pourquoi. Il y avait aussi Nini Patte en l'air qui apparemment levait, la jambe très, très haut lors du cancan et il y avait la sauterelle qui faisait des sauts, géniaux et cetera et cetera. Il y a d'autres noms qui vont succéder à ces danseuses, de cancan et de chahut. Il y a Mistinguett, il y a Jean Gabin, il y a Yves Montand, Charles Aznavour. Tous vont faire leur début dans ce cabaret musical, faut pas l'oublier. Donc c'est quand même un lieu, même si c'est extrêmement touristique aujourd'hui, c'est quand même un lieu, emblématique quand même pour notre patrimoine, culturel du musical. Je terminerai sur le Moulin Rouge avec la couleur. La couleur, on a entendu tout et n'importe quoi sur la couleur du pourquoi du comment, c'est, rouge. Alors, je vous donnerai la, réponse la plus concrète, la plus pragmatique, celle qui a engagé justement les 2 constructeurs Höhler et Ziegler à faire ce moulin de couleur rouge. Simplement, c'est marketing pour l'époque, c'est une publicité. Il se détache ce moulin rouge parmi les pierres blanches du boulevard. Donc, il attire irrémédiablement votre œil, encore aujourd'hui. Alors après, si vous voulez aller plus loin, le rouge, c'est également une couleur qui est associée par certains à l'amour, à la passion, etc., etc. Voilà. Et puis, vous trouverez même des histoires plus sordides par rapport à ce rouge, mais je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça, c'est vraiment pas, ce n'est pas avéré. On va plutôt passer au XXe siècle. On va laisser Montmartre de côté pour le moment. On entre dans le XXe siècle et Paris s'étend de plus en plus. La question du logement et du développement des transports se pose. Encore une fois, c'est pas nouveau. Alors, on n'en a pas forcément parlé dans cette conférence, mais c'est vrai que le logement, Paris, c'est une ville qui est petite, donc ça pose souci très souvent. À ce moment-là, en termes d'architecture, c'est vraiment l'architecture qu'on appelle art décorative, hein, art déco, qui triomphe dans les années 20, au début du siècle, suivi par ce qu'on appelle le modernisme, beaucoup plus franc, comme des architectes, par exemple, vous connaissez sûrement Mallet Stevens, Le Corbusier, voilà, ça, par exemple, c'est la villa des frères Martel que l'on voit à l'écran et donc ça, c'est Mallet Stevens, par exemple. Dans les années 50, pour répondre justement à ce manque de logement dont je vous parlais, on va commencer à construire ce qu'on appelle les grands ensembles. Les grands ensembles, ce que vous connaissez. Je vous montre quand même une photo. Donc, on est soit sur des terrains qui sont disponibles dans Paris, soit en banlieue. Ce sont des tours, ce sont des barres d'immeubles qui se construisent un petit peu partout. Par exemple, le premier gratte-ciel d'habitation qui va s'élever, on est en 1960. Il est situé, hop, rue Croulebarbe, dans le 13e arrondissement. Il a 22 étages. Voilà, 22 étages. C'est le premier gratte-ciel. Gratte-ciel à la parisienne, évidemment. Alors je rebondis, hem,
sur Philippe Haussmann, c'est hyper important à Paris. Tout à fait. Alors le baron Haussmann, je vous en ai pas parlé, c'est un parti pris, pourtant j'adore cette période, vraiment. C'est un parti pris, pourquoi? Parce que j'ai fait une conférence sur le Paris haussmannien il y a très peu de temps. Donc voilà, c'était une façon de voir aussi autre chose parce que voilà, j'ai rebattu les oreilles à pas mal de gens avec le Paris haussmannien. Mais effectivement, Philippe, il faut pas oublier de mentionner le Paris haussmannien pour, c'est ce qui compose encore aujourd'hui, la plupart des quartiers de Paris, c'est Haussmann, donc oui, effectivement. Mais c'était un choix conscient de ne pas avoir parlé, du Paris haussmannien parce qu'on a fait une conférence avec Conférencial il y a peu de temps sur le sujet. Donc on part de notre gratte-ciel. Vous avez également à cette période, des inaugurations diverses et variées, mais je pense surtout à celle d'un nouveau quartier des affaires dans le prolongement de ce qu'on appelle l'axe historique est-ouest. Est-ce que vous savez de quel quartier des affaires je parle? Oui, tout à fait. Plus rapide que la lumière, la Défense, exactement. Le voici notre axe historique. Donc la Défense qui se situe pardon, à l'ouest de Paris. C'est, voilà, un quartier du XXe siècle, typiquement, pur produit du XXe siècle. Dans les années 70, quand on avance un petit peu dans le temps, on peut aussi penser à d'autres constructions. Vous avez, par exemple, bon, on aime ou on n'aime pas, mais la tour Montparnasse en 1973, le centre Georges Pompidou en 1977. Et puis, progressivement, on va arriver à ce qu'on appelle les grands travaux du président François Mitterrand dans les années 80. Et ça tombe bien, puisque le monument dont je vais vous parler maintenant s'inscrit dans les projets de ces grands travaux. Alors, je vous donne quelques exemples avant de vous parler de mon bâtiment. Ah bah, vous y êtes déjà allé, alors on a Nathalie qui nous dit la pyramide. C'est pas de la pyramide dont je vais vous parler, mais effectivement, ça fait partie, la BNF, oui. Ouais, c'est pas la BNF dont je vais vous parler non plus. Mais vous allez voir, vous allez voir. Alors, il a fait la Villette, le parc de la Villette. Ah, Elisa, je sais pas si Elisa me connaît ou pas déjà, mais l'Opéra Bastille, vous savez que l'opéra, c'est un gros sujet pour moi, que ça soit Garnier ou Bastille, j'adore l'opéra. Donc effectivement, je vais vous emmener à Bastille. Mais on a différents travaux. Donc vous avez le parc de la Villette. Alors je parle pas, du reste, je parle vraiment du parc. Vous avez évidemment les travaux du Grand Louvre. Le Grand Louvre avec évidemment la pyramide de, Ai Ming-Pei, hein, qui a été créée, qui a fait couler pas mal d'encre, hein. Vous avez évidemment l'Arche de la Défense qui est ici. Vous avez aussi le merveilleux, ministère de l'Économie et des Finances qui s'avance sur, la Seine tel un bateau. Vous avez aussi l'Institut du monde arabe de l'architecte Jean Nouvel. Vous avez aussi le parc André Citroën et bien sûr, vous avez, tada, notre opéra Bastille qui est ici. Donc l'Opéra Bastille, la commande, elle est passée en février 1982 après qu'un certain Jack, pour les intimes, vous reconnaîtrez donc Jack Lang, ait un peu insisté quand même auprès du président François Mitterrand pour ce projet de nouvel opéra. Le concours d'architecture est lancé en mars 1983. On va avoir 1700 architectes de 45 pays qui vont participer à ce concours et celui qui va gagner, c'est Carlos Hott. Il a la double nationalité, il est uruguayen et canadien et il gagne ce concours d'architecture. On implante l'Opéra Bastille sur l'emplacement d'une ancienne gare de chemin de fer, qu'on va appeler la gare de chemin de fer de la Bastille ou la ligne de Vincennes. Et donc, c'était une gare qui était en service entre 1859 et 1969. Donc, elle a été fermée ensuite pendant des années. C'est un espace qui a servi c'est un lieu qui a servi d'espace d'exposition, je vais y arriver, jusqu'en 1984, puisqu'en 84, pour le projet de l'opéra, elle va être détruite, cette gare-là. Donc les travaux vont commencer la même année. Il y aura 2 inaugurations. Il va y avoir une première inauguration qui aura lieu le 13 juillet 1989 pour célébrer, vous vous en doutez, le bicentenaire de la Révolution française en plein quartier de la Bastille. Ça aurait quand même été très dommage de rater l'occasion, je pense. Vous ne, voilà, vous ne trouvez pas? Donc c'est vrai que comme c'est un lieu emblématique pour la fameuse prise de la Bastille, prison dont on voit encore des vestiges dans le métro de la ligne 5 ou sur le tracé côté boulevard Henri IV et rue Saint-Antoine, mais voilà, il en reste rien de vestiges émergents, on va dire, hein, dans ce quartier-là. Quoi qu'il en soit, ça aurait été bête de rater cette occasion-là de l'inauguration. Donc cette inauguration, 13 juillet 1989, c'est la première. Et puis ensuite, il y en aura une publique parce que
En juillet, c'est vraiment, très enfin, c'est pas intime, mais c'est là où on invite, bah, le président, les invités de marque et cetera. Donc il y a cette première et puis après l'inauguration publique qui va brasser vraiment, le public en tant que tel. Ça aura lieu le 17 mars 1990. Donc là, on est le 20 mars, donc vous voyez, on est pile sur, 33 ans. Mais le mois de mars 1990, c'est l'un des plus beaux mois, bien sûr. Vous n'en doutez pas? Je ne dis pas ça, avec une raison derrière la tête, hein, bien sûr. Donc je continue sur la Bastille. On met donc 5 ans et 4 mois pour construire cet opéra. C'est l'un des plus grands bâtiments vraiment de Paris. Vous m'avez parlé de la BNF tout à l'heure. On a vu le ministère, de l'économie, des finances de Bercy. Donc c'est le plus grand après la BNF et le ministère des finances. Ça, c'est les 2 plus gros. Puis après, vous avez l'opéra. 22 000 carrés, c'est énorme. C'est la surface au sol, 22 000 carrés. C'est, si comme moi, vous voyez pas ce que ça représente tellement c'est grand, c'est un Stade de France plus encore une moitié de Stade de France. Donc vraiment, c'est waouh! Le coût de la construction, on est sur 427 millions d'euros. Je sais que ce sont des questions qui reviennent assez souvent, hein. À l'époque, c'était 2 milliards et 800 millions de francs. Voilà. Il y a plusieurs salles à l'intérieur. Non, on se rend pas compte de cette immensité, vous avez raison, hein. Il y a beaucoup de choses en souterrain aussi, hein. On a 6 niveaux, on a 6 dessous, comme on les appelle. Alors, vous avez ici oui, alors c'est Philippe, juste samedi les visites. Oui, sauf si vous êtes des associations, des CE, vous avez possibilité de demander, quand vous êtes des groupes déjà constitués, vous pouvez, demander à visiter la Bastille en groupe et après pour les individuels, effectivement, nous faisons des visites le samedi, après-midi à 17 heures pour les individuels en général, parfois à midi. Mais voilà, c'est, 17 heures le samedi. Je vous recommande, c'est génial. Enfin, c'est voilà, c'est pas parce que vous avez des guides, conférenciers d'exception, hein, pas que, mais c'est vraiment une très, très belle visite où vous allez dans les coulisses, où vous découvrez, les ateliers de montage et cetera. C'est super. Bref, peut-être une idée, pour plus tard, avec Conférencia, mais on en reparle en fin de conférence. Très bientôt d'ailleurs, puisque le 20e siècle avance. Je voulais vous parler des différentes salles. Alors vous avez ici le studio très chaleureux dont on n'entend pas forcément parler à Bastille. On a 3 salles quand même. Donc là, on a 230 places pour de petits concerts lyriques, musicaux. Vous avez aussi l'amphithéâtre qui peut accueillir 500 personnes. Voilà, il ressemble à ça l'amphithéâtre, il est vraiment très joli aussi et vous avez évidemment, la grande salle qui peut contenir 2 745 personnes avec une visibilité vraiment optimale, un confort, une acoustique homogène pour, tous les spectateurs. Voilà, ça c'est mon ressenti en tout cas et attention parce que la science de l'acoustique, c'est tellement pointu et c'est très subjectif selon les personnes aussi. Moi, ce qui va me contenter, me plaire, ce sera pas forcément le cas d'une autre personne. Donc moi, en tout cas, cette salle-là, elle me convient. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais évidemment, vous avez le droit de n'être absolument pas d'accord avec moi. Les matériaux que vous avez dans cette grande salle, ils ont été choisis, matériaux et couleurs ont été soigneusement pensés par Carlos Hoth, pour nous transporter dans l'univers de la musique. Des touches de piano noires et blanches avec les balcons et les sièges d'orchestre. On voit pas très bien ici, mais on imagine bien qu'il y a du bois pour les instruments de musique et cetera. Bon, je vais m'arrêter là, parce que notre conférence, elle est quand même plus générale, mais vous l'avez compris, c'est un lieu qui est extrêmement intéressant. On va passer au 21e siècle et puis on n'ira pas jusqu'au 22e, vous vous en doutez. On ne sait pas trop de quoi l'avenir est fait. Pour parler du 21e siècle, je vais quand même rester dans l'univers musical. Ce sont, des monuments qui me parlent, hein, que je vous présente ce soir, dans lesquels je guide et cetera et qui c'est subjectif, hein, je vous avais prévenu dès le début de la conférence, c'est une conférence très subjective. Donc c'est le pari de Mélissa, si vous voulez. Mais voilà, et ça me fait très plaisir de le partager avec vous. Donc je vous présente pour le 21e siècle un autre lieu musical. Alors ah! Bah, je vois que Philippe et Sandrine et bah, voilà, vous avez trouvé. Il s'agit de la Philharmonie dont je vais vous parler maintenant justement. Parce qu'effectivement, je vous ai parlé de l'acoustique de Bastille qui, je le sais, ne met pas tout le monde d'accord. J'en ai bien conscience. Je sais trouver les places où, qui m'arrangent aussi. Mais effectivement, je voudrais vous parler de la Philharmonie. Alors pour ça, on va hop, 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 on va passer oui, je voulais vous présenter hem, d'autres petites choses, mais je vais passer directement sur la Philharmonie, puis après on reviendra dessus si on a le temps. La Philharmonie, hop, elle est ici. Alors attendez que je vous montre pas tout d'un coup.
Voilà. Non, ça pas du tout, ça c'est le Quai Branly. Là, là c'est la Philharmonie. Alors, la Philharmonie, donc on va sur l'est parisien. On est dans le parc de la Villette. Ce projet de la Philharmonie est né en 2006 d'une volonté de l'État et de la ville de Paris. Le chantier commence en 2010 et se termine c'est un bien grand mot, mais en tout cas on ouvre en janvier 2015. Le but, c'est vraiment d'instaurer un nouveau modèle de création et de transmission musicale. Le bâtiment, c'est donc Jean Nouvel. Voilà, je voulais vous le montrer. Hop, qui l'a créé? Il est là. Et le bâtiment que Jean Nouvel a créé, c'est vraiment il a été ajouté et pensé, pour, venir compléter ce bâtiment-là, qui est le bâtiment de Christian de Portzamparc qui a créé la Cité de la musique. Donc Jean Nouvel, lui, il va, gagner le concours international en mars 2007 parce que notamment, il respecte vraiment le cahier des charges qui demande un bâtiment, comme vous l'avez compris, complémentaire de ce qu'offre déjà la Cité de la musique avec sa salle des concerts. L'architecture de la Philharmonie de Paris s'inscrit aussi dans l'architecture globale du site. C'est ce qu'on va appeler un bâtiment minéral qui peut rappeler dans l'idée, hein, là je vous livre vraiment les secrets du cahier des charges de l'architecte. Ça va rappeler une butte minérale qui s'intègre au parc de la Villette. Au niveau de la construction extérieure, hop, on a une flèche, vous voyez sur le côté droit qui part comme ceci, qui pointe par-delà le périphérique. Donc on a une flèche qui pointe vers Pantin. Une idée de départ qui n'a pas été réalisable du tout pour des questions de sécurité, c'était de faire une passerelle qui passait au-dessus du périphérique et qui reliait justement Paris à sa banlieue, de façon très symbolique également. Ça n'a jamais été fait puisque la commission de sécurité a mis le haut là, c'était beaucoup trop compliqué en termes de sécurité. Donc je reprends. Le public peut se promener sur le toit qui est derrière. On a une vue panoramique. On peut voir donc Paris et sa banlieue qui se confondent. On a un tournoiement d'aluminium brillant qui enserre, c'est ce que vous voyez ici, hein, à ce niveau-là, au niveau de mon petit curseur là. Donc un tournoiement d'aluminium brillant qui enserre la grande salle, ainsi qu'une enveloppe un petit peu plus mate qui va créer un contraste. Les motifs que vous voyez, alors que je vais vous mettre un petit peu plus près, les motifs qui se découpent sur les parois, ce sont des oiseaux. Il y en a 340 000 qui sont répartis en 7 formes différentes et 4 teintes qui va du gris clair au noir. Pour vous donner un petit peu l'idée, c'est pour que ça s'intègre dans le ciel parisien. Voilà, avec cet envol. À l'intérieur, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer comment c'est. Si vous connaissez déjà la salle, vous savez que c'est une très jolie salle. Elle est comme ceci, elle est très esthétique, c'est la grande salle Pierre Boulez, alors qui est nommée Pierre Boulez depuis malheureusement, qui nous a quittés, hein. C'est pas ça n'a pas été dès le départ. Au début, c'était, la grande salle et là, c'est devenu la grande salle Pierre Boulez pour lui rendre hommage. Donc en plus d'être esthétique, cette salle, elle est vraiment optimale en termes de visibilité et justement d'acoustique. Au niveau de l'architecture, c'est pas une salle alors ni à l'italienne, la salle à l'italienne typique, voilà, idéale pour le théâtre et l'opéra. C'est ici à l'image l'Opéra Garnier. Je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Vous n'avez pas non plus une construction en boîte à chaussures. Alors, ça va être un mix, hein, vous allez voir, je reviens après sur ce que je dis. La boîte à chaussures, c'est le Musikverein en Autriche, à Vienne, hein. C'est idéal pour l'écoute de la musique classique. Ce n'est pas non plus vraiment une salle en vignoble, comme la première du genre, c'est la Philharmonie de Berlin, mais elle va être ce qu'on appelle une forme ovoïdale qui s'inspire de la boîte à chaussures et du vignoble. On a donc, grâce à ça, grâce à ce mélange de toutes les sortes de salles, de morphologie de salles qui peuvent exister, on a un fort, fort sentiment d'intimité visuelle et d'enveloppement sonore grâce aux balcons suspendus qui sont projetés vers la salle. Et je ne veux pas vous dire de bêtises, j'ai plus en tête le métrage exact, je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois que c'est 31 mètres, le point le plus haut, au 6e balcon, le point le plus haut depuis le chef d'orchestre, je crois que c'est 31 mètres. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je suis désolée, j'ai un petit trou de mémoire là. Mais voilà, donc en tout cas, c'est vraiment vous avez une proximité qui est géniale. En termes d'acoustique, sincèrement, ouais, la Bastille fait petit joueur forcément à côté, même si ça reste aussi une de mes salles préférées. Mais voilà, c'est pas de parti pris trop, il ne faut pas faire trop de parti pris.
La transformation de la salle, ça va permettre d'accueillir une grande variété de spectacles, une grande variété de formations musicales. Il y a pas que de la musique classique. Vous avez 2 configurations possibles. Vous avez une salle qui peut accueillir 2 400 personnes, où là, on est en musique classique avec la scène centrale comme vous la voyez sur l'image. Mais on peut avoir aussi des concerts de musique amplifiés avec une scène frontale. Et là, on va passer à 3 650 personnes parce que cette partie-là va être, renfoncée dans le sol. Vous avez l'arrière au niveau de l'orgue qui va être recouvert au niveau des gradins, là où on met les chœurs en général, et vous avez une scène qui va être sortie et montée. Donc ce qui fait qu'on libère une fosse d'orchestre. Voilà. Donc cette, philharmonie, le coût total des travaux a été de 386 millions d'euros financés par la ville de Paris, par le ministère de la Culture, par la région et des privés également. Je devance peut-être vos questions, je sais que ça va venir, forcément. Le litige qui opposait Jean Nouvel et la philharmonie est désormais réglé judiciairement depuis peu, hein, mais réglé d'une façon qui convient aux 2 parties depuis octobre 2021. Depuis peu, je vous l'avais dit. Tout le monde s'est réconcilié. Cette œuvre architecturale a désormais un rayonnement international parce qu'elle se place parmi vraiment les salles les plus complexes pour le moment et innovantes au monde. Je précise bien pour le moment. Mais voilà, en tout cas, le litige, c'est fini. Jean Nouvel est même en train de reprendre les travaux pour terminer quelques espaces qui n'étaient pas forcément finis. Voici, je conclurai avec cette phrase. Ça y est, c'est la fin de notre conférence. J'espère que cette histoire de Paris à travers les âges et les endroits, présentés, que j'aime particulièrement vous a plu. Si vous avez des questions, je vais y répondre là dans quelques instants. Alors j'aurai peut-être pas le temps, je sais pas, de répondre à tout. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. On verra s'il y a des questions auxquelles je peux pas répondre, on prendra peut-être vos coordonnées ou voilà, on peut s'arranger pour, que j'y réponde plus tard. Parce que je ne sais pas tout, hein, je ne suis pas forcément voilà. Faites-vous des visites guidées d'exposition dans les musées? Oui, Cécile, je fais des expos aussi. Alors moi, mon cœur, on va dire, ça va être plutôt tout ce qui est histoire de la mode et du costume. Donc c'est vrai que mes visites sont souvent plutôt au Palais Galliera, au Musée des Arts Décoratifs. Après, je suis ouverte à tout, je suis curieuse de tout, donc je fais aussi de temps en temps d'autres expos sur demande. Paris est-elle la plus belle ville du monde selon vous? Ah, c'est dur à dire. Est-ce que je fais ma chauvine? J'adore Paris, autant que je la déteste. Je ne sais pas si ça peut vous parler cette phrase, mais j oui, c'est pour moi, c'est une des plus belles villes du monde. C'est peut-être pas la plus belle ville du monde, mais pour moi, ça reste quand même malgré tout ce qui peut s'y passer, qui peut faire, peur ou voilà, ou en ce moment, c'est pas évident. Mais oui, ça reste quand même une très belle ville. Quand je me promène et je fais un métier où je me promène beaucoup quand même, je suis toujours émerveillée de ce qu'on a comme histoire, comme patrimoine historique, culturel, architectural. Ouais, oui, ça fait partie des plus belles villes. Vienne est une très belle ville également, Rome aussi, Londres aussi. Et puis, je connais pas toutes les villes du monde, mais c'est vrai qu'en Europe, pour moi, ça reste une des plus belles villes. Ouais. Quand Lugdunum était capitale, quel rôle pour Lutèce? Oula. Alors Lutèce, c'était oh là là, Lutèce est devenue, capitale bien plus tard, hein. Vous l'avez vu, c'est vraiment à partir des rois, des Francs et cetera que ça va devenir plutôt capitale. Donc c'est une ville, c'est simplement une ville, comme Reims, comme, voilà, c'est pas la capitale. Quel endroit de Notre-Dame, le pilier des Notes, a-t-il été, découvert? Alors on est en contrebas, je saurais pas vous dire exactement où, il faudrait creuser. Je peux pas vous dire exactement à quel endroit de la nef, mais on est dans le sous-sol de voilà, dans ce coin-là. La tour Saint-Jacques est de quelle époque? Ah, je connais pas super bien la tour Saint-Jacques là, vous me posez une colle. Je pense que je peux trouver rapidement, la réponse. Tour Saint-Jacques, est-ce qu'on serait sur du gothique? Alors c'est Saint-Jacques de la Boucherie, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Je vais regarder ça très rapidement. Je sais que j'ai une petite fiche sur la tour Saint-Jacques, mais c'est vrai que j'y guide jamais à la tour Saint-Jacques. Je sais qu'ils ont leur propre conférencier. Flamboyant, gothique flamboyant, donc on est à la fin, c'est ça, on est à la fin de la période gothique, donc c'est 16e siècle, hein, 1509 effectivement. Donc toute fin de la période médiévale, avec un gothique flamboyant. Qui a ouvert le Louvre au public? C'est la Révolution française dans les années 1790, pour la toute première fois. C'est le premier musée public, ce que je vais dire au monde, oui.
Le Moulin Rouge était-il aussi un lieu de prostitution? Oh non, 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 c'est un lieu de divertissement, un cabaret, mais c'est pas un lieu de prostitution. Ah, c'est fini? Ça y est? Il y avait pas tant de questions que ça. Ah non, d'où vient le nom de Paname pour Paris? Oh, Paname, Paname, Paname. Je ne sais pas Sandrine, je ne sais pas du tout, je peux pas vous répondre. J'ai peut-être loupé l'info, mais à quel moment la ville s'est-elle appelée Paris? Alors Paris, ça va se faire progressivement, c'est-à-dire qu'on part de Lutetia Parisiorum et donc après on va raccourcir le nom. Donc voilà, on est à la fin de l'Antiquité, Moyen Âge. Depuis quelle époque Paris attire-t-elle autant les étrangers et pour quelles raisons? Paris va attirer les étrangers depuis quand? C'est une bonne question. Je pense que Paris a toujours eu une aura culturelle assez importante. Je pense qu'au 19e siècle, avec, la culture du luxe notamment, ça va beaucoup, beaucoup prendre en essor. Quoique au temps des Lumières aussi. C'est dur comme question, c'est dur, c'est dur. Vous ne m'épargnez pas ce soir. Il y a pas de date précise. Je pense que là, ça va être très, très délicat à répondre. Déjà au 17e, on impressionne par Louis XIV, son faste, sa grandeur, toutes les techniques qu'il met en place. Le 18e, les cercles des philosophes des Lumières qui impressionnent et 19e, les innovations techniques. Ouais, je pense qu'il y a un rayonnement très, très fort, hein, à partir, allez, on va dire peut-être à partir du grand siècle. Je mettrais en même temps que le luxe à la française, 17e siècle. Le nom de la conciergerie vient-il d'une histoire de cierge? Oh non. Non, le nom de la conciergerie, ça vient, du concierge qui avait le concierge du palais à l'époque de Charles V, même avant, hein, ça date d'avant, ça date du Moyen Âge. On avait un concierge dans le palais qui alors c'est pas oublié, hein, c'est pas le concierge comme on a aujourd'hui, mais c'est le garant de la sécurité lorsque le roi part, qu'il n'est plus sur le palais de la cité. C'est le concierge qui va prendre, les choses en main, en attendant le roi et quand le roi va déménager au palais du Louvre et laisser le palais de la Cité, c'est le concierge qui va être le garant, cette fois-ci, des clés. Là, on retrouve un petit peu plus le côté conciergerie, concierge, qui va être le garant de, l'intégrité du palais, ex-palais royal. Donc non, il y a pas d'histoire de cierge. Pourquoi dit-on que Paris est la ville de l'amour? Oh! Alors ça, je pense que c'est une vision très romantique, récente des films. Je pense que c'est véhiculé par les films romantiques. Il y a sûrement pas que ça, hein. Paris a-t-elle toujours été centrale en France? Non, Paris n'a pas toujours été centrale. Il faut pas oublier qu'il y avait Lugdunum justement, Lyon, qui a été capitale des Gaules pendant un long moment. Les châteaux de la Loire ont aussi, avec les villes, été très importantes et vraiment, cette façon qu'elle a eu d'étendre ses tentacules, Paris, ça a pas toujours été le cas. Paris sous occupation, influence des Allemands. Alors, je suis pas sûre de comprendre la question, Céline. Influence des Allemands. Architecturalement parlant, je saurais pas trop dire si vous êtes là. Ah oui, architecturalement parlant? Non. Architecturalement, ils vont rien toucher. Ils vont rien toucher, ils vont essayer de récupérer, au contraire. Heu, non, Hitler ne va rien toucher. En fait, il va récupérer le Ritz, le Meurice pour installer ses quartiers généraux, les Invalides aussi. Il monte à la tour Eiffel à pied parce qu'on a sectionné les câbles des ascenseurs. Voilà. Mais non, il y a pas eu de changement. De quelle époque est la conciergerie? Ah Nicole, ça c'est une question, que j'aime bien, mais qui est hyper compliquée à répondre. C'est, un palais moyenâgeux. On a des bases de Philippe le Bel, d'accord? Donc ça remonte, voilà, on est 13e, 14e siècle, plutôt 14e. Donc on a des vestiges du 14e et après on va avoir des vestiges, plus avancés du 17e, 18e. On a un petit peu un mix comme ça, mais vraiment si vous voulez voir des vestiges médiévaux, c'est la fameuse salle des gendarmes et c'est 14e Philippe le Bel plutôt.